Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Toute l'équipe de Bruxelles Laïque est ravie de vous retrouver pour ce 7e débat, discussion de notre campagne Sécurité et Liberté. Donc, comme chaque jeudi, ou presque chaque jeudi, on vous propose de nous retrouver sur ce plateau, dans nos locaux, pour aborder des thèmes aussi variés que la sécurité sociale, le retour des frontières. Et la semaine prochaine, jeudi 21 janvier, on parlera d'autodéfense individuelle et collective. Le programme est à retrouver sur le site de Bruxelles Laïque, de même que les anciennes vidéos, soit sur Facebook, soit sur le YouTube du Festival des Libertés. Et comme c'est la tradition, on terminera cette discussion par la diffusion d'un clip d'un artiste belge, ici le rappeur Human, qui sort un nouvel album en janvier 2020 intitulé « Quelle vie ». Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, quelle armée pour quelle société ? Mais je voulais d'abord donner 3 éléments de contexte qui nous ont donné envie d'avoir une discussion sur ce thème. Alors d'abord, depuis quelques années, on assiste à une présence renforcée de militaires dans la vie de tous les jours au titre de la lutte contre le terrorisme. Et cette discussion a ressurgi récemment dans le contexte de pandémie où des unités militaires ont été appelées pour gérer une partie de la logistique de la crise. Et plus récemment, en juillet, aux États-Unis, le président Donald Trump a également a émis l'idée de faire appel à l'armée pour mater les mouvements sociaux qui avaient lieu à l'époque, donc le Black Lives Matter. Et donc on s'est dit que cette campagne Sécurité et Liberté était aussi l'occasion d'essayer d'ouvrir la boîte noire que restent encore les armées et leur fonctionnement, et de faire ressortir les enjeux de société, les questions que l'on peut se poser à ce sujet, et qu'il faudrait évidemment après creuser plus longuement. Par exemple, est-ce que l'armée peut intervenir dans les affaires internes d'un pays ? À quoi est-ce qu'elle sert aujourd'hui ? Quels sont ses liens avec le reste de la société ? Et donc c'est moins un débat qu'un tour d'horizon de situations différentes qu'on vous propose ici, avec 3 intervenants. Donc en présentiel, avec moi, je suis ravie d'accueillir Luc Sanders. Bonjour. Vous êtes docteur en philosophie et en sciences sociales et militaires, officier actif de l'armée belge. Vous êtes également directeur adjoint du département des hautes études de défense à l'Institut royal supérieur de défense. Et vous avez publié récemment un dernier ouvrage sur le rôle géopolitique de la Chine. Vous vous exprimez ici en votre nom, et pas au nom de l'institution. En visioconférence, on accueille Dominique Juillan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien officier de l'armée suisse. Vous avez été responsable de la formation des officiers généraux. Et en fin de carrière, vous avez travaillé comme attaché de défense à l'ambassade suisse à Paris jusqu'en 2003. Vous avez notamment écrit un article très intéressant intitulé « La Suisse n'a pas d'armée, elle est une armée », qui a attiré notre attention. Et donc vous nous parlerez de ce modèle qu'on appelle l'armée de milice, qui est actuellement appliquée en Suisse. Et enfin, donc en visioconférence également, Arthur, bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien combattant du bataillon international des YPG, les unités de protection des Kurdes en Syrie, qui luttent contre l'État islamique, mais aussi pour un projet politique révolutionnaire basé sur le communalisme. Donc Arthur n'est pas votre vrai nom, je le précise, et vous souhaitez garder l'anonymat. Alors pour permettre de visualiser, pour ceux qui ne sont pas familiers de ce conflit, et c'est mon cas, on vous présente ici une carte des territoires qui sont contrôlés par les YPG, ou qui étaient contrôlés en mars 2020. Donc ce sont les territoires que vous voyez en jaune au sud de la Turquie et à l'ouest de l'Irak. Alors, vous nous parlerez, Arthur, de ce modèle d'armée qui a été établi dans une période très particulière, avec aussi un objectif révolutionnaire. Ce débat sera divisé en 3 thématiques. On est ensemble pendant 1 heure, 1 heure quart. Ces thématiques sont évidemment liées, mais on va essayer de les séparer pour le plus de clarté possible. Dans un premier temps, on va s'intéresser aux liens entre l'armée et le pouvoir politique. Dans un deuxième temps, aux réactions de l'armée face à des mouvements sociaux et des troubles internes. Et enfin, aux liens entre l'armée et le reste de la population. Mais d'abord, je vais me permettre de poser une question assez rapide à nos 3 invités. C'est une question qui est beaucoup ressortie dans la préparation de ce débat. À l'heure actuelle, en l'absence de menaces militaires contre le territoire national, si vous deviez en nommer 1 ou 2, quelles seraient les missions fondamentales de l'armée aujourd'hui ? Luc Sanders, si vous voulez... Oui, la mission principale et la plus classique, c'est bien sûr la défense du territoire, du peuple et des intérêts de l'État vis-à-vis des menaces extérieures. Mais aujourd'hui, on participe souvent dans un contexte international aux opérations de soutien de la paix. D'accord, donc un rôle En gros, c'est en ça. dehors des frontières. Il y a bien sûr aussi encore d'autres missions,
notamment aide à la nation et tout, mais je pense que ça, c'est en fait la mission principale. Dominique Juillan, quelle serait la mission principale de l'armée suisse à l'heure actuelle? Alors, elle est fixée dans la Constitution. Elle est triple. La première, c'est prévention de la guerre et contribution au maintien de la paix. La deuxième, c'est défense du territoire et de la population. Et la troisième, c'est l'aide aux autorités en cas de crise, de catastrophe. Actuellement, nous avons aussi des troupes qui sont en soutien à cause de la pandémie dans le domaine sanitaire. Donc la deuxième mission, qui est la défense du territoire national, à l'heure actuelle, est-ce qu'elle est encore d'actualité ou est-ce qu'elle est mise de côté? Elle est principale. Parce que je vous rappelle que nous menons une politique de neutralité, on ne fait pas partie de l'Europe, et donc ça reste in fine la mission principale. D'accord. Et Arthur, donc le Rojava, bon, évidemment c'est un contexte un peu particulier, mais quelle est aujourd'hui la fonction, là où les fonctions principales des YPG? Juste pour une question technique, donc les YPG en fait sont intégrés dans un regroupement plus large qui s'appelle les Forces démocratiques syriennes, parce que du coup quand on parle juste des YPG, on parle seulement d'une toute petite partie des forces militaires du Rojava, qui d'ailleurs on parle même plus de Rojava, de la Fédération Nord-Est de la Syrie, pour être exact. Voilà, et oui, comme vous dites, le contexte est très particulier. Du coup, en réalité, le devoir premier reste la défense du territoire, mais tout simplement parce que ces forces d'autodéfense se sont créées dans un contexte de guerre civile, celle de la guerre civile syrienne, et celle-ci est encore en cours. Donc, je pense que son rôle premier reste la question de l'autodéfense des territoires contrôlés par l'administration nord-est syrienne. Voilà, principalement, et aussi des luttes contre les cellules dormantes de Daesh présentes sur son territoire. Voilà. Donc une fonction principale de défense du territoire, comme le soulignait M. Juillan aussi pour le cas de la Suisse. Tout à fait. Ok. Alors on va tout de suite passer à la première thématique de cette discussion, qui est l'articulation entre le pouvoir civil et militaire. Je vais aussi n'hésitez pas à replacer brièvement, hein, avant d'expliquer le fonctionnement de l'armée dans les institutions politiques du pays dont vous allez parler, peut-être pour plus de clarté pour l'ensemble des spectateurs. Luc Sanders, en Belgique, qui contrôle l'armée? À travers quels canaux? Donc comment sont définies les grandes orientations? Comment sont définies les missions de l'armée? Comment est définie la doctrine militaire? Donc, tout comme il y a une séparation de l'Église et de l'État, ou une séparation de pouvoirs, des différents pouvoirs dans une démocratie, il y a aussi, enfin, c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a aussi une certaine séparation entre le monde militaire et le monde politique. Dans une démocratie, par définition, c'est le peuple qui règne. Donc, en fait, ce sont les représentants du peuple qui sont responsables pour la décision. C'est-à-dire, c'est eux qui déterminent les objectifs de la défense. C'est aux militaires, bien sûr, de réaliser ces objectifs, mais c'est aussi au monde politique, au niveau politique, de contrôler, en fait, cette réalisation. Donc, en gros, c'est ça, je pense. Et comment s'effectue ce contrôle ? Donc, il y a bien sûr le contrôle par le Parlement du gouvernement, mais en fait, les grandes décisions en fait, sont prises par des arrêtés royaux, parfois même par des lois. Et c'est en fait le ministre de la Défense qui est le vrai chef de l'armée. Bien sûr, les militaires et surtout les généraux sont les experts dans la matière, pour la doctrine et tout, mais c'est à eux de formuler des propositions et finalement c'est le monde politique qui décide. Et en fait, il y a bien sûr aussi encore une commission parlementaire de la défense qui contrôle aussi le gouvernement. Donc, comme ça, il y a différentes formes de contrôle.
Et donc là, vous évoquiez le cas de la doctrine militaire. Est-ce que vous auriez un exemple concret d'un point de cette doctrine qui a évolué dans les 10 dernières années? Et est-ce que vous pourriez nous décrire un peu le cheminement que ça a fait d'un point de vue institutionnel et démocratique? Oui, par exemple, décider sur une mission de F-16 qui participe à des missions internationales en Irak, par exemple. C'était une suggestion à l'époque du chef de la défense, qui était à l'époque quelqu'un de la force aérienne. On n'avait pas tout de suite pensé à cette option, mais c'est donc le chef militaire de la défense qui l'a proposé au ministre. C'est le ministre qui a discuté ça au sein du gouvernement. Et finalement, c'est confirmé par un arrêté royal. Et donc, l'exécution s'est suivie, bien sûr, aussi par l'opinion publique. Et il y a toujours la commission parlementaire de la défense qui peut toujours, à tout moment, interpeller le ministre. Et modifier la proposition? Oui, donc participer oui ou non, c'est bien sûr seulement une première décision, mais donc pendant la mission, donc s'il y a parfois des incidents, tout d'un coup il y a parfois des questions juridiques, donc parfois il y a des rumeurs que certains, donc à un moment donné, Poutine avait dit que des F-16 belges avaient touché des civils. Finalement, ce n'était pas vrai. Mais donc, tout cela, c'est les médias, le Parlement, la Commission de la Défense qui a un rôle important de contrôle, bien sûr. Parce que les militaires et les policiers ont une sorte de monopole sur la violence qui émane de l'État. Et donc, la violence, par définition, c'est quelque chose de très délicat. Et donc, il faut toujours un contrôle par des représentants du peuple, en fait. Et est-ce que la commission parlementaire peut mettre son veto, par exemple, sur une intervention à l'étranger? Bien sûr, c'est en fait, il représente le Parlement dans son entièreté. Et là, il y a bien sûr la même majorité qu'au sein du gouvernement. Mais néanmoins, il y a toujours moyen, par exemple, pour le remplacement des F-16 par le F-35. Là, il y avait des députés SPA qui ont posé des questions difficiles au ministre de la Défense. Et donc, c'est dans tous les médias. Et donc, de cette manière-là, il y a moyen de mettre la pression de toute façon sur le ministre de la Défense. Okay. Merci. Dominique Juillon, comment est-ce que ça se passe en Suisse, ce contrôle de l'armée? Pour comprendre la politique de sécurité de la Suisse, il faut avoir trois aspects de notre système global politique à l'esprit. Le premier, c'est que la Suisse est une confédération d'États. Et quand on sont souverains, ils ont aussi une responsabilité dans le domaine militaire. J'ai par exemple commandé un bataillon de chasseurs alpins du canton de Valais, et j'ai été nommé à la tête de ce bataillon par le gouvernement cantonal valaisan, pas par la Confédération. Le deuxième élément est la démocratie directe, vraiment une démocratie de base. Et finalement, pour répondre à votre question, c'est le peuple souverain qui décide des affaires militaires. Nous avons deux choses qu'il faut comprendre, deux systèmes. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'initiative. Si 100 000 citoyens demandent une modification de la Constitution, ils peuvent l'obtenir. Et puis nous avons ce que nous appelons le référendum. Ce n'est pas la même chose qu'en France, c'est-à-dire que lorsqu'une loi a été votée par le Parlement, si 50 000 citoyens en 100 jours récoltent les 50 000 signatures, cette loi qui a été votée par le Parlement doit être votée par le peuple. Alors très concrètement, les 3 dernières acquisitions d'avions de combat, dans le premier cas, c'était une initiative, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de 100 000 citoyens qui a décidé de proposer la modification de la Constitution. La Suisse n'a pas d'avion de combat. Et donc nous avons voté sur l'acquisition de l'avion, c'est l'ensemble de la population. Et là, tout récemment, il y a à peine un mois,
parce que l'acquisition d'armement est une affaire qui passe à travers d'une loi. Il y a eu un référendum contre l'acquisition d'un nouvel avion de combat qui a été gagné tout juste à 51% pour la population. Puis le troisième élément, c'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. La cellule de base en Suisse, c'est la commune. Et vous avez par exemple pour la sécurité intérieure, c'est en priorité la commune qui est responsable. Si elle n'arrive pas à résoudre le problème de sécurité, elle s'adresse au canton. Et donc après, on passe au niveau cantonal. Et c'est si le canton n'a pas les moyens de résoudre les problèmes de sécurité, il fait appel à l'État central. Donc tout monte du bas vers le haut, et notamment dans le domaine de la sécurité intérieure, les principaux agents de la sécurité intérieure, c'est les cantons. On n'a pas de police fédérale, nationale. Mais là, vous évoquez donc l'acquisition d'armement qui a fait l'objet d'un référendum, en fait, d'une initiative. C'est ça le terme exact? Ça dépend. Si ça concerne la Constitution, c'est une initiative. C'est donc des citoyens qui prennent l'initiative de modifier la Constitution et ça passe en votation populaire. Ou lorsque le Parlement, c'est-à-dire, n'est-ce pas, le Parlement, c'est les représentants du peuple. Mais le peuple garde la main. Et si 50 000 citoyens exigent qu'une loi qui a été votée par le Parlement passe devant l'ensemble du peuple, il faut que ça passe devant l'ensemble du peuple. Et notamment dans le domaine de l'acquisition d'armement, c'est des lois. Et donc, si 50 000 citoyens en 100 jours récoltent les 50 000 signatures, cette loi sur l'armement doit passer devant le peuple. Et qui décide, qui décide dans ce cas de l'intervention ou la présence de militaires suisses à l'étranger, par exemple? C'est le gouvernement, mais il est obligé de demander si ça dépasse un certain nombre de soldats, 4 000, et puis si c'est plus long que 3 semaines, c'est le Parlement qui doit donner son accord. Donc il y a aussi une commission de défense au sein du Parlement? Oui, mais qui a seulement une mission elle prépare les décisions du Parlement, mais c'est le Parlement qui décide. D'accord. Et bon, il faut préciser que nous avons une politique de neutralité. Donc la Suisse ne participera pas à des actions de combat. Ce que nous avons à l'extérieur, nous avons par exemple actuellement au Kosovo une formation de soutien logistique, et puis on a des observateurs dans différents endroits du globe, mais nous ne participons pas à des opérations extérieures. Et quelle est par exemple la dernière thématique qui a été votée ou qui a fait l'objet d'une consultation publique? Eh bien, il y a à peine, je vous dis, un mois, c'était la défense aérienne. Donc l'acquisition de matériel. Oui, c'est l'acquisition. Enfin, la question posée était, est-ce que vous êtes pour une... on avait une enveloppe de 6 milliards. Est-ce que vous êtes d'accord d'investir 6 milliards dans la défense de l'espace aérien? Okay. Et en Belgique, M. Sanders, comment se fait le vote du budget de la défense? Oui, c'est comme tous les autres budgets. Hein. Tout d'abord, dans l'accord gouvernemental, il y a un volet sur la défense. Et chaque année, si on détermine le budget national, il y a aussi une partie pour la défense. Et là, je ne vois pas de différence entre le budget de la défense et le budget des autres départements. Okay. Et je me tourne vers vous, Arthur, pour le Rojava. Du coup, comment se passe le contrôle de l'armée? Par quels canaux? Alors, c'est un peu plus complexe parce qu'une des fondations de l'administration syrienne, c'est basé sur la doctrine du confédéralisme démocratique et qui est une critique assez poussée de la question de l'État-nation, avec une des centralités de la question de la critique de l'État-nation, c'est justement la critique de la force uniquement détenue par une institution centrale. C'est-à-dire que, et pour représenter ce fait-là, même dans l'organisation de l'armée, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est extrêmement décentralisé et il y a plein de niveaux d'armée qui sont... Allez, il y a une coordination centrale, mais qui sont reliées plus par les régions, les 7 régions qui composent actuellement l'administration du nord-est de la Syrie. Et du coup, ce contrôle se fait à de multiples niveaux, c'est-à-dire à la fois, donc il y a des conseils régionaux
qui font ce qu'on appelle les conseils militaires, qui sont responsables de la gestion des affaires militaires sur on va dire, c'est assez difficile d'imaginer des équivalents par rapport à la Belgique, mais imaginons une ville, par exemple Liège. Chaque grande ville, en gros, est sous la responsabilité militaire de ses alentours, et c'est ce qu'on appelle des conseils militaires. Et ces conseils militaires, en fait, sont des institutions mixtes entre des militaires et des représentants civils issus du système politique assez propre à cette région-là. Et par exemple, pour expliquer comment on va assez loin cette décentralisation, c'est que chacun de ces conseils militaires n'est pas structuré de la même manière. C'est-à-dire qu'il a le libre choix de déterminer sa structure, etc., et sa composition. Et par exemple, qu'on soit dans une région, par exemple, comme à Kobané, qui est une région à majorité kurde, et qui a une composition qui est assez proche, par exemple, voilà, qui repose réellement sur le système confédéral avec un système de milices, etc., à différents niveaux. Par exemple, si on va dans une région comme la région de Deir ez-Zor, qui est une région ethniquement beaucoup plus importante au niveau arabe, par exemple, il y a une partie du conseil militaire de Deir ez-Zor qui repose sur le système des systèmes tribaux, avec chaque tribu qui envoie un certain nombre de volontaires. Et eux-mêmes s'organisent de la manière dont ils s'organisent, selon leur tradition. Il n'y a pas finalement d'entité qui chapeaute les décisions ou les orientations prises par les YPG au niveau de l'ensemble du territoire qu'ils contrôlent? Alors c'est là que je dis des FDS, donc les forces démocratiques syriennes, c'est-à-dire au niveau le plus haut, entre guillemets, de la Confédération syrienne, il y a ce qu'on appelle le Conseil démocratique syrien, qui est composé de 49 personnes, c'est-à-dire 7 représentants de chacune des régions qui la composent. Et dedans, dans ces attributions, ça fonctionne par bureau et par commission. Ils ont un bureau de la défense qui est également chargé de contrôler les affaires militaires. Après, la question, c'est qu'on n'est pas face à une armée qui est instituée comme de longue date, comme l'armée suisse ou l'armée belge. On parle quand même de quelque chose qui se rapproche plus d'une milice. Et donc, je pense qu'il y a aussi un contrôle naturel, parce que tout simplement, ces milices sont beaucoup plus liées organiquement à la population que, par exemple, une armée institutionnalisée de longue date. Voilà. Merci beaucoup. Mais du coup, je vais me permettre de vous faire rebondir sur une citation d'un amiral français, Xavier de Tsuchowicz, j'espère que je prononce correctement son nom, qui indiquait « Il paraît naturel aujourd'hui que l'armée soit aussi à l'aise à l'intérieur qu'à l'extérieur ». Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous voyez une évolution, une implication plus forte de l'armée dans la gestion des affaires internes? Luc Sanders? Je ne suis pas tout à fait d'accord, je pense, avec cette citation. L'armée peut intervenir au niveau national en cas de crise, mais ça doit toujours rester quelque chose de très exceptionnel. Hein. Donc on est formé pour répondre à des attaques militaires, on est formé pour se servir de F-16, frégates, artillerie. Et donc, je ne suis pas d'accord avec cette citation parce que je pense que c'est important de garder cette différence et il y a un risque de militarisation, bien sûr, de l'État. Hein. Je trouve ça presque évident. Je suis vraiment étonné de cette citation parce que les attaques terroristes, c'est très exceptionnel, bien sûr. Le Covid, c'est aussi quelque chose de très exceptionnel. Et donc, c'est vrai que ces dernières années, on a les deux. Mais peut-être j'ai mal interprété les propos de l'amiral, mais je trouve quand même qu'il faut toujours mettre l'accent sur le fait que ça doit rester exceptionnel. Hein. On a par exemple, c'est dans un autre contexte, mais peut-être comme ça c'est plus facile de comprendre ce que je veux dire. Il y a quelques semaines, dans la commune de Willebroek en Flandre, il y avait des incidents avec des jeunes qui avaient harcelé
des gens âgés dans la rue, des clientèles dans des magasins. Ils avaient même agressé un policier. Or, il y a un couvre-feu en Flandre à partir de minuit. En Flandre, c'est à partir de minuit. Alors, le bourgmestre a dit, à partir de maintenant, ici à Willebroek, c'est à partir de 10 heures le couvre-feu. Or, un couvre-feu, c'est quelque chose de très exceptionnel. Et donc, je pense que c'était la Cour constitutionnelle qui a donné son feu vert pour dire « OK, le couvre-feu dans le cas du coronavirus, OK, ça va parce que c'est une situation très exceptionnelle. » Mais du moment que le peuple est d'accord avec ce genre de mesures exceptionnelles, on s'habitue et alors il y a très vite des gens qui trouvent que c'est une bonne idée d'élargir en fait, par exemple, la mission de l'armée, mais là aussi un couvre-feu à cause des jeunes qui ont harcelé. Il n'y a rien d'exceptionnel aux jeunes qui s'amusent de manière irritante pour certains gens. Donc ça, pour moi, c'est un exemple que du moment qu'il y a des mesures exceptionnelles, il y a tout de suite des gens qui pensent que c'est une bonne idée d'ajouter et donc des situations qui devraient être exceptionnelles deviennent tout d'un coup normales. Mais est-ce que dans les faits, c'est parce qu'on observe, par exemple, avec la lutte contre le terrorisme, on a pu voir des contrôles d'identité qui étaient effectués par des militaires aux abords des aéroports qui ne savaient pas eux-mêmes s'ils étaient légalement en droit de le faire. Il y avait vraiment un flou sur quelle devait être la tâche des militaires à ce moment-là, en particulier en période de crise, dans les quelques jours ou semaines qui suivent Je ne pense pas qu'ils ont fait des contrôles d'identité, les militaires. Il y a eu cette question-là. Oui, mais allez, seulement le fait qu'on se sent un peu mal à l'aise, ça je trouve que c'est nécessaire, parce que c'est tellement... ce sont des situations tellement exceptionnelles. Et le fait que la militaire, on fait appel à l'armée après des attaques terroristes, là je suis d'accord, mais pas pour des contrôles routiers ou pour carrément arrêter ou fouiller des citoyens. Je trouve qu'il faut que la militaire reste un peu mal à l'aise, je veux dire, parce que c'est tellement exceptionnel. Et c'est vrai que maintenant, on a eu ces attentats terroristes et maintenant le Covid. Donc, ce sont deux choses très exceptionnelles. Mais depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a presque jamais eu des situations comparables. Et donc, il faut bien réfléchir. Donc, il y a un rôle important, bien sûr, pour l'opinion publique qui doit aussi s'exprimer. Est-ce que ces questions-là sont discutées par exemple, au sein de l'école royale militaire? Est-ce qu'il y a des cours qui abordent ça avec les officiers? Oui, pour la formation de base de l'école militaire, je ne suis pas très bien au courant, mais donc à l'Institut royal supérieur de défense où moi je travaille, là, il y a des cours, oui, on en parle certainement. On invite aussi des gens du monde politique, des experts juridiques et tout, pour en parler, oui. Et ce malaise donc, que vous exprimez par rapport à la citation que j'évoquais, par rapport à cette implication de l'armée au sein des affaires internes, il est partagé, C'est vrai, il faut que la mission, si on fait appel aux militaires, ils doivent savoir très bien ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ça, c'est clair. Mais c'est important toujours de se rendre compte que c'est seulement dans des cas très exceptionnels. Et oui, il faut aussi tenir compte des gens qui ne l'aiment pas. Et donc, selon les sondages que j'ai vus, il y avait une majorité confortable de la population belge quand les militaires patrouillaient en armes dans nos villes. Justement parce qu'il y avait un choc tellement grave après les attentats du 22 mars 2016. Mais bien sûr, il faut continuer à évaluer et consulter donc l'opinion publique, bien
bien réfléchir à quel point est-ce qu'on peut aller, à quel moment on peut arrêter ces opérations. Oui. Okay. Dominique Juillan, je me tourne vers vous avec la même question. Est-ce que pour vous, est-ce que vous trouvez qu'il est naturel que l'armée soit impliquée autant à l'intérieur qu'à l'extérieur des affaires d'un pays ? Moi, je pense que cet amiral analyse bien la situation. La première chose qu'il faut remarquer, c'est que la frontière entre sécurité extérieure et sécurité intérieure devient de plus en plus floue. Ça, c'est le premier aspect. Ensuite, il faut bien distinguer 3 cas de figure. Vous avez d'un côté le soutien logistique, il a été évoqué. Par exemple, en cas de catastrophe, inondation, etc., l'armée a des moyens qui sont adaptés, je pense, aux troupes de génie, ou bien là, dans le cas particulier de la pandémie, les troupes sanitaires, qui viennent en aide à la population. L'autre cas de figure extrême qu'on voit maintenant en France, c'est ce qu'on appelle le service d'ordre. Et là, en tout cas en Suisse, ça a été un grand débat, l'armée n'intervient pas dans le domaine du service d'ordre. Donc, ce que font les CRS et ce que fait la gendarmerie nationale, chez nous, ce n'est pas l'armée qui intervient. En revanche, pour tous les cas intermédiaires, notamment pour la question du terrorisme, l'armée a des compétences. Parce que utiliser des policiers pour garder des immeubles ou des édifices comme des bâtiments religieux ou des écoles, c'est un problème de main-d'œuvre. C'est que le policier a des compétences très spécifiques qui sont mal utilisées si on les met simplement devant un bâtiment pour garder le bâtiment. Et l'exemple de l'opération Sentinelle en France est un bon exemple où on intervient avec l'armée pour protéger des bâtiments pour que la police, elle, puisse faire ses tâches spécifiques. Et alors, où je suis parfaitement d'accord, il faut très clairement définir les responsabilités. Dans ce cas de figure, les militaires sont subordonnés à l'autorité civile. Et c'est elle qui détermine quelles sont les compétences et les devoirs de l'armée et quelles sont les compétences de la police. Mais il y a une complémentarité entre les tâches de la police et les tâches de l'armée. Et ce brouillage des frontières entre défense et sécurité, c'est quelque chose qui avait aussi été évoqué par Philippe Leymarie, en fait, qui en parlait en France et qui disait un des symptômes de ce brouillage, c'est la préparation de plus en plus grande au combat urbain. Et ça mène, selon lui, à une confusion entre militaires et gendarmes. Est-ce que vous partagez cet avis-là ? Et il faut s'entendre sur ce qu'on entend par combat urbain. Si on entend par combat urbain, ce qu'on a vu par exemple maintenant dans le Haut-Karabakh, où les troupes, donc de l'artillerie, des blindés interviennent en localité, ça c'est un cas de figure en Europe centrale, je vois pas très bien où ça pourrait se passer. Donc parce que vous voyez, les dégâts collatéraux, si vous commencez à engager de l'artillerie aujourd'hui dans les zones urbanisées, encore qu'avec les drones, on peut maintenant faire des frappes très 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 précises. Mais ça, c'est pas là le cas de figure. Le cas de figure, c'est le terrorisme. Où vous avez, par exemple, des menaces sur des bâtiments, sur des personnes, et où les forces de police sont insuffisantes pour protéger l'ensemble des bâtiments à risque. Alors, est-ce que c'est ça ce qu'on entend par combat urbain ? D'une certaine façon, oui, mais c'est une nouvelle forme de combat. Ce n'est pas le combat classique des armées. Donc pour vous, le fait que l'armée soit maintenant entraînée à agir dans des environnements urbains ne va pas la prédestiner ou la mettre sur la voie d'intervenir de plus en plus dans la gestion de l'ordre, qui pour l'instant est de la prérogative de la gendarmerie ou de la police. Et encore une fois, il faut s'entendre sur la notion d'ordre. Quand vous avez, par exemple, ce qui se passe à Paris, vous avez des casseurs qui cassent tout. Là, on est très clairement dans le domaine du service d'ordre. Et ce service d'ordre est l'affaire de la police. En revanche, quand il s'agit de protéger des bâtiments qui potentiellement sont prenez des synagogues ou des églises, vous ne pouvez pas garder l'ensemble des églises avec des forces de police. Donc là, vous devez avoir un supplément de moyens, et le militaire sait protéger des bâtiments. Donc ça fait partie de ses missions. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Arthur. Comme le Rojava a une situation un petit peu particulière, quelle séparation il existe entre armée et police dans ce cas-là ? En réalité, au Rojava, il n'existe pas de force de police en tant que telle. Il existe une police routière. C'est les seuls qui sont appelés police.
Ce qui fait office, je pense, le plus proche de la fonction de police au Rojava, c'est les Asaïch, c'est les forces de sécurité, globalement, dont le rôle principal est d'opérer il y a de nombreux checkpoints au Rojava, mais enfin, on comprend un peu la situation parce que, effectivement, quand on parle de menaces terroristes, en Syrie et en Europe, on ne parle pas de la même chose. Par exemple, je lisais un rapport dernièrement disant que, par exemple, ISIS ou Daesh a effectué cette dernière année plus de 200 attaques sur le territoire du Rojava. Donc, ça fait quasiment une attaque tous les 3 jours. Donc, on se retrouve dans une situation où, effectivement, les forces de sécurité sont amenées à être extrêmement présentes. Et l'une des manières d'éviter les attaques qui se suscitent, c'est d'avoir de nombreux checkpoints quasiment sur tous les axes routiers principaux, à l'entrée des villes, de certains villages, etc. Et ça, c'est une des attributions principales des forces de sécurité, qui sont normalement pas des forces militaires, donc c'est des forces d'autodéfense civile, mais néanmoins, on est dans un contexte de guerre civile, c'est-à-dire que très souvent, juste après, enfin, je veux dire, on a une ligne de front qui parfois est mouvante et il peut se retrouver que là, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt les forces de sécurité qui se retrouvent à faire le devoir des forces militaires normalement, c'est-à-dire voilà, défendre une ligne de front, etc. Et pour la gestion des affaires internes, parce que je suppose qu'il y a aussi une gestion de l'ordre qui se fait comme partout, pour les problèmes, je ne sais pas moi, de vol, de violence interpersonnelle. Eh bien, en réalité, c'est un système. Là, on devrait ramener ça parce qu'en fait, il y a un système de justice qui est très particulier, c'est-à-dire que on va dire que la première chambre de justice dans le système politique ou judiciaire du Rojava, c'est au niveau de la commune. Qu'est-ce qu'une commune ? C'est une unité institutionnelle qui va de 10 à 150 familles. Et dedans, il y a déjà une première échelle de justice où, par exemple, voilà, des problèmes de vol ou des problèmes locaux ou de problèmes voilà, de violence qui peuvent se poser entre personnes, va essayer d'être réglés vraiment au niveau le plus bas. Et là, l'unité qui est attachée, l'unité en fait qui représente la force de police du conseil de la commune, c'est ce qu'on appelle les forces d'autodéfense civile. Et ça, les forces d'autodéfense civile, c'est en gros des volontaires du quartier qui prennent en partie des devoirs qui sont attribués aux forces de police classiques, type voilà, j'en sais rien. C'est eux qui règlent en partie la circulation ou la protection de certains bâtiments dans une échelle vraiment de quartier ou de petites bourgades. Donc voilà. Les rôles sont clairement séparés en fait. C'est ça. Après, oui, c'est ça. Après, il peut y avoir parfois des interventions, par exemple, quand il y a des troubles sociaux, effectivement, parfois, mais au final, vu que c'est une situation de guerre, c'est quand même une situation un peu particulière, mais dans mon souvenir, ce sont les Asaïch, donc c'est-à-dire les forces de sécurité qui s'en chargent. Et on va dire qu'il y a un devoir de police qui est assez particulier, c'est-à-dire toutes les questions relatives aux violences faites aux femmes et aux enfants sont réglées par les forces de sécurité non mixtes. Donc il y a un espèce de pendant aux forces de sécurité des femmes, ça s'appelle les Asaïch Jin, et qui par exemple, elles vont s'occuper de régler les problèmes de violence faites aux femmes ou aux enfants, et qui, elles, ont l'autorisation de pouvoir exercer une certaine force pour régler les problèmes. Ok. Ouais. Merci beaucoup. Je vous propose de poursuivre un peu sur cette question de la frontière entre affaires internes et affaires externes, en abordant la thématique de l'armée face à la subversion politique, face aux mouvements sociaux. J'avais envie de replacer ça dans un contexte historique français, qui était que dans les années 30, dans un contexte de crainte de révolution, l'armée française s'était préparée à la défense de la région parisienne contre un ennemi intérieur. Donc c'est le général Voiriot, qui avait été chargé d'établir les bases d'une doctrine de guerre contre cet ennemi intérieur. Donc ça allait au-delà de l'antimilitarisme qui était combattu dans les casernes. C'était vraiment, il s'agissait de se préparer à une contre-insurrection. Et donc pour ce faire, le général Voiriot disait qu'il avait besoin d'un cadre juridique, qu'il avait besoin de techniques et d'organisation pour la contre-révolution et d'une stratégie insurrectionnelle. Et du coup, ça m'amène à la question suivante. Dans le pays que vous connaissez, où vous habitez, ou alors
qui est le pays de l'armée dont vous avez fait partie, historiquement, quand est-ce que l'armée a été appelée face à des troubles internes? Luc Sanders. De vrais troubles internes, oui, je pense tout de suite aux années 80, où il y a eu la tuerie du Brabant. Là, on a placé des paracommandos devant les magasins du Deleuze. À cette époque, c'était très, très exceptionnel. C'était pour la plupart des gens, c'était la première fois de leur vie qu'ils voyaient des militaires armés vraiment dans la rue pour protéger le peuple, en fait. Et donc, oui, après la fin de la guerre froide, il y a en effet le phénomène de terrorisme qui est... Donc, pour cela, on fait souvent appel aux militaires, mais vraiment des troubles internes, oui, à mon avis, à part la tuerie du Brabant et le terrorisme ce siècle-ci, je ne vois pas beaucoup d'exemples. Et donc, on en parlait un petit peu avant le débat, dans le cas des grandes grèves, on parlait des grèves de 60-61, mais même après, est-ce que l'armée a été appelée? Et dans ce cas-là, quel est le cadre légal dans lequel elle peut être appelée? À cette époque, la gendarmerie faisait encore officiellement partie de l'armée, enfin, en théorie, effectivement. Hein. Et donc, à cette époque, il y avait une sorte de pont. Hein, donc, enfin, la gendarmerie était un peu une sorte de pont entre la police et l'armée. Et je pense que c'est une bonne chose que c'est mieux séparé maintenant. Bien que la situation est telle qu'il y a une diffusion de rôle. Il y a d'ailleurs aussi des policiers qui participent parfois aux missions de soutien de la paix à l'étranger. Donc, il y a une diffusion de rôle. Mais bon, oui, je pense que c'est très exceptionnel et donc le cadre légal... je ne connais pas les détails sur les troubles en 60-61, mais à mon avis, c'était une décision du gouvernement, probablement confirmée avec un arrêté royal, et probablement il y avait pas mal de députés de l'opposition qui n'étaient pas tout à fait enchantés avec cette décision, mais c'est comme ça que ça fonctionne normalement. Et est-ce que cette question de l'intervention face à des mouvements sociaux, par exemple, elle est discutée parmi les officiers? Est-ce que c'est quelque chose qui fait l'unanimité? Est-ce que ça soulève des contradictions, des tensions? Non, en fait, c'est pas notre, allez, je veux dire, notre mission principale. Et donc, à chaque fois qu'on fait appel à nous, et donc maintenant aussi pour le Covid-19, c'est un peu difficile parce que c'est en dehors, nous avons notre planning, notre mission normale, et donc, du moment qu'on fait appel à nous pour des choses pareilles, nous devons changer tout notre planning. Et non, on ne parle pas autant allez, je veux dire, pour intervenir lors des manifestations dans la rue. Je ne sais pas si ce serait encore possible aujourd'hui. Hein. Donc, vous parlez de 60-61, donc des manifestations dans la rue. Terrorisme, il y a aussi une composante internationale à ça. Hein, et donc, l'armée est normalement pour la défense des menaces externes. Donc là, enfin, je veux dire, c'est normal qu'on fait appel à nous parce que c'est en fait, allez, je veux dire, c'est une très grande menace, trop lourde pour la police. Mais oui, c'est exceptionnel. Mais entre collègues, ce n'est pas un point qui est débattu, qui est discuté en ce moment? Pas tellement. Allez, c'est-à-dire, c'est vrai que c'est une possibilité qu'on fait appel à nous pour cela. Mais normalement, nous avons nos missions normales, c'est de répondre
à des attaques militaires, bien sûr la mission de soutien de la paix, et c'est une option qu'on fait appel à nous pour ça. On en parle de temps en temps, mais ce n'est pas quelque chose de crucial, et je dois que ça doit rester comme ça, parce que on pourrait faire appel à nous pour autant de missions qui sont normalement pour la police. Et oui, à chaque fois, il faut regarder est-ce qu'il faut des formations supplémentaires, oui ou non. Mais ce n'est pas quelque chose que nous aimons beaucoup, bien que souvent ça augmente notre popularité, hein, donc c'est agréable bien sûr. Mais c'est toujours délicat. Et donc, ça, on ne peut pas oublier. Ça met aussi une pression sur notre budget. Ça met une pression sur notre formation. Et donc, on est prêt à le faire si c'est vraiment nécessaire, tant que ça reste exceptionnel, quoi. Merci. Dominique Juillan, en Suisse, historiquement, est-ce qu'il y a eu des cas où l'armée est intervenue face à des mouvements sociaux, face à des troubles internes ? Historiquement, il y a 3 cas. Le premier, c'est en 1918, il y a eu une grève générale à la sortie de la guerre, au moment où il y a aussi eu l'épidémie de grippe. Et là, l'armée est intervenue, par exemple, pour faire fonctionner les trains, pour distribuer le courrier et pour le maintien de l'ordre. Le deuxième cas, c'est en 1932 à Genève, où il y avait un mouvement d'extrême droite assez proche des nationaux-socialistes. Et il y a eu une perturbation par la gauche. Et là, on a fait intervenir l'armée, mais on a fait intervenir de très très jeunes soldats qui, dans un mouvement de panique, ont tiré sur la foule et il y a eu plusieurs morts. Et ça a été un tournant depuis lors. En Suisse, c'est très clair. L'armée n'intervient pas dans le domaine du service d'ordre. En revanche, ce que nous faisons souvent, c'est d'aider les autorités civiles. Ça peut être les douaniers ou les policiers. Je vous donne un exemple pour les douanes. On lutte contre l'immigration illégale. Eh bien, par exemple, nous mettons à disposition des forces de douane des drones et puis des hélicoptères pour les aider à travailler. Où on renforce le corps de garde-frontières, mais c'est toujours des binômes. Il y a un gendarme, enfin un douanier avec un militaire. Donc la compétence de douane reste chez le douanier, mais ça permet, disons, d'économiser de la main-d'œuvre. Et aujourd'hui, c'est très très clair, si on engage l'armée, c'est sous les autorités civiles et c'est parfaitement réglementé qui a quelle compétence. Et alors, dans l'exemple historique que vous donniez en 1918, de l'armée qui avait été engagée au moment de la grève générale, quelle a été la réaction des soldats ? Est-ce qu'ils se sont exécutés ? Est-ce qu'ils ont refusé de participer ? Voilà. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait un certain fossé campagne et ville. Et donc, comme je vous le disais en préambule, le recrutement est régional. Donc, si vous envoyez un régiment de paysans mettre de l'ordre en ville, ça ne pose pas tellement de problèmes. Donc, l'armée a exécuté les ordres sans broncher ? Oui, d'autant plus que encore une fois, c'est une armée de milices, donc c'est le peuple en armes. Alors, s'il vous plaît, c'était en plus, il faut se replacer dans le contexte historique. Il ne faut pas oublier que c'est peu de temps après le début du communisme en Russie, donc la révolution de 17. Ensuite, vous aviez la crainte qu'en Allemagne, ça bascule du côté de la gauche avec Rosa Luxembourg, Liebknecht, etc. Et cette crainte était aussi en Suisse. Mais globalement, la Suisse n'était pas du tout acquis à ce mouvement. D'accord. Et quand vous dites qu'aujourd'hui... Vous voulez réagir, M. Sanders ? Non. Quand vous dites qu'aujourd'hui, la séparation est très nette et que l'armée n'interviendrait pas dans les affaires internes, comment est-ce qu'on peut en être sûr, en fait ? C'est un peu ma question, parce que je suppose qu'à l'époque, le cadre était aussi fixé et qu'il n'autorisait pas ce genre d'intervention. C'est-à-dire que vous avez un cadre légal, à commencer par la Constitution, ensuite la loi militaire, les lois civiles, et en plus, encore une fois, le service, disons la sécurité intérieure est l'affaire des cantons. Et donc le mécanisme, si par exemple, mettons Genève a des problèmes, c'est d'abord la police de Genève qui essaie de résoudre les problèmes, et
Après, dans un second temps, il y a des conventions entre les polices cantonales pour qu'elles s'aident mutuellement. Et c'est seulement en cas extrême qu'il y a l'intervention de l'armée sur demande des cantons. Et à ce moment-là, encore une fois, les militaires seraient sous l'autorité civile. Et puis, ils ont des tâches en quelque sorte auxiliaires pour libérer les forces de police pour qu'elles puissent faire leurs tâches. Prenez, par exemple, tous ceux qui sont engagés dans le domaine de la contrôle de la circulation. Ces policiers-là seraient remplacés, par exemple, par des compagnies de police routière, militaires, de telle sorte qu'on puisse libérer les policiers pour qu'ils puissent, eux, faire leurs tâches de service d'ordre. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi des dispositions comme ça qui sont prévues en Belgique ? Non, pas que je sache. Donc, que l'initiative vient du... donc, c'est le principe de subsidiarité dont monsieur a parlé. Non, ça n'existe pas. Donc, normalement, chez nous, le point de départ, c'est toujours le niveau fédéral. Mais donc, si l'armée intervenait dans des opérations de gestion de l'ordre, elle serait soumise au pouvoir civil. Comment ça se passerait ? Oui, donc normalement, si par exemple pour l'opération OVG, donc Operation Vigilant Guard, c'était en fait les militaires dans la rue à Anvers, à Bruxelles. Donc il y a en fait des contacts entre la ville et le niveau fédéral, la ville et aussi, entre la ville et aussi le niveau militaire, mais c'est un peu ad hoc. Hein, c'est un peu à chaque fois qu'on regarde comment on peut fonctionner. Et c'est pas vraiment, allez, je veux dire, c'est pas au niveau provincial ou quelque chose comme ça, non. Okay. Pour continuer là-dessus, j'aimerais vous poser une question à tous les trois, mais je vais d'abord me tourner vers vous, Arthur, concernant les droits d'expression politique du soldat. Comment est-ce que ça se passe au Rojava au sein des YPG ? Est-ce que le soldat peut exprimer, ou le combattant peut exprimer son opinion politique ? Quelles sont les règles ? Oui, tout à fait. Encore une fois, on ne parle pas du tout de la même chose. C'est pas du tout institutionnalisé, en ce sens que au sein des FDS, il y a l'expression politique est tout à fait possible, que ce soit l'appartenance à une organisation ou à un parti. Ça fait partie du système politique tel qu'il a été pensé. Bon, avec quelques contraintes, dans le sens où on parle quand même d'une situation un peu compliquée de guerre civile face à l'État islamique. Et voilà, on va dire que l'État islamique reste l'ennemi principal. Et bon, je pense que l'expression d'être pour Daesh n'est pas vraiment possible au sein des FDS, de la même manière que c'est compliqué d'amener son soutien à la Turquie pour des raisons évidentes, vu que le Rojava est en guerre contre la Turquie. Voilà. Mais excepté sur ça, je pense que il n'y a vraiment pas de censure de la liberté d'expression. Voilà, parce que c'est vraiment vu comme des citoyens miliciens plus que comme des soldats membres d'une institution qui aurait une espèce de devoir de réserve. Voilà. Vous, quand vous y avez été, vous avez pu aborder des sujets politiques dont vous aviez envie, vous avez pu donner votre opinion ? Oui, tout à fait, mais de manière générale, il y a, je veux dire, en ce sens qu'il s'agit plus proche d'une milice, je veux dire, la politique et les questions politiques font partie prenante, permanente de ces questions militaires, c'est-à-dire il y a la plupart des formations militaires sont accompagnées avec des formations et des discussions politiques. Il y a aussi un système de démocratique à l'échelle de ce qui serait l'équivalent d'une escouade dans l'équivalent NATO. Il y a des systèmes de critique et d'autocritique dans lesquels peuvent être effectuées des critiques des responsables des unités militaires, et ces critiques sont à la fois peuvent être sur des questions politiques ou juste des questions de vie, de gestion journalière. Donc, la liberté d'expression est quand même assez fort respectée de ce point de vue-là.
Et quand vous dites que la formation militaire est accompagnée de discussions politiques, comment ça se passe concrètement ? Par exemple, après, c'est un peu le contexte un peu particulier des volontaires étrangers, mais par exemple, quand vous étiez volontaire étranger, vous aviez 1 mois de formation, 2 semaines de formation de maniement des armes et de tactique basique. Hein. Mais, encore une fois, ça paraît ridicule comparé à des standards OTAN, mais on est dans le cadre d'une milice. À cela était adjoint 2 semaines de formation politique sur l'histoire de la Syrie, l'histoire de l'islam, par exemple, comprendre d'où vient Daesh d'un point de vue historique, d'un point de vue des courants, filiation de l'islam, des courants de l'histoire du mouvement kurde, de la Syrie, etc., pour comprendre un peu, et aussi quelle est la doctrine du confédéralisme démocratique et d'où ça vient. Et tout ça est exprimé dans à peu près autant de temps que la formation militaire. Donc, ça donne quand même une idée de l'espace que prend la politique dans la conception de ce que sont les FDS ou les YPG. Merci beaucoup. Dominique Juillan, comment est-ce que ça se passe en Suisse ? Quels sont les droits d'expression politique du soldat ? Et est-ce que ces conceptions politiques, est-ce que l'idéologie est abordée dans une formation ? Ouais, il faut rappeler que l'armée suisse est une armée de milice. Alors il faut peut-être préciser la notion de milice, c'est parce que si en France vous parlez de milice, une certaine connotation. Donc historiquement parlant. Donc ça veut dire, d'ailleurs tout le pays est construit sur le système de milice, c'est-à-dire que les personnes qui font cette activité pour la communauté le font à temps partiel. Vous avez aussi le Parlement, par exemple, est un Parlement de milice. Nous n'avons pas de parlementaires professionnels. C'est des avocats, c'est des entrepreneurs qui, à temps partiel, exercent leur mandat politique. La même chose pour les pompiers, par exemple. D'ailleurs, dans certaines communes, si vous n'êtes pas dans le service du feu, vous payez un impôt supplémentaire. Et donc, de la même façon, chaque citoyen masculin, pour l'instant, fait son service national et son service militaire. Donc, il garde ses droits de citoyen aussi quand il est au service. La seule chose qui est appliquée, mais d'une manière sans problème, c'est que lorsqu'il est en service, c'est une sphère non militaire. On ne fait pas de propagande au sein de l'unité quand on est en service militaire. Donc, s'il doit, par exemple, sa commune vote, il peut rentrer à la maison pour voter, mais au sein de la compagnie, il n'y a pas d'activité politique. Et ça fonctionne très bien. Donc c'est au sein de la compagnie. En privé, par exemple, je pense sur les réseaux sociaux, etc., comme tout citoyen, il a le droit de s'exprimer et de partager son opinion politique. Voilà, mais par exemple, si, je sais pas, il est candidat à un poste quelque part comme président de commune, il ne peut pas distribuer au sein de la compagnie, par exemple, de la propagande pour qu'on vote pour lui. D'accord. Est-ce qu'il y a un système de syndicat au sein de l'armée suisse ? Non, mais il faut comprendre que, comme ce n'est pas des professionnels, c'est des soldats, ils se retrouvent 3 semaines par année pour le service militaire, rien de plus. Donc, il n'y a pas de nécessité d'avoir un syndicat qui défend l'intérêt des militaires. Okay. Luc Sanders, en Belgique, comment ça se passe ? Oui, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, je pense. Dans les années 80, il y avait des directives qui, finalement, ont été rejetées par, je pense, le Conseil d'État parce que c'était contre la Constitution. Donc, je parle maintenant de la liberté d'expression en termes généraux. Hein. Votre question était sur la politique spécifiquement. Hein. Oui. Mais donc, alors, après, on a donc, bien sûr dû modifier les directives. Et aujourd'hui, en fait, les militaires ont presque plus ou moins la même liberté d'expression que les civils, tant qu'on ne se présente pas comme un porte-parole officiel de l'armée. Il faut que ça soit clair. Hein. Ici, maintenant, je ne suis pas un porte-parole officiel de la défense, mais je peux dire ce que je veux.
Il y a certaines exceptions, bien sûr, les gens qui travaillent pour les services de renseignement militaire. Là, il faut signer plein de déclarations comme quoi on va garder, bien sûr, le secret militaire. Quant à la politique, donc spécifiquement politique, bien sûr, un militaire en Belgique ne peut pas se mettre candidat pour un mandat politique, sauf au niveau communal. Depuis, je ne sais pas combien d'années, une dizaine d'années, je pense, c'est autorisé au niveau communal. Et bon, au niveau communal, c'est un tout autre niveau que le niveau fédéral sur lequel l'armée fonctionne, en fait. Donc là, je ne pense pas qu'il y a un problème. Mais au sein de l'armée, je pense que c'est normal, hein, monsieur l'a dit aussi plus ou moins, qu'il y a quand même une sorte de discrétion sur la politique. Hein. Donc, si par exemple, tout le monde sait que le grand chef militaire de la défense est pour un tel parti, c'est pas... Enfin, je veux dire, normalement, dans toutes les démocraties, surtout les officiers ont une tendance d'être discrets au niveau politique. Bien que pour devenir général, on dit souvent que la couleur politique joue un rôle. C'est jamais très clair. Il ne faut pas exagérer, mais apparemment, enfin, j'ai entendu que ça joue un certain rôle. Mais normalement, spécifiquement sur l'expression politique, la règle générale dans les armées démocratiques, c'est une mentalité de discrétion, en fait. Pendant le service, bien sûr. Pendant le service. Ouais. Et donc, typiquement, voilà, encore une fois, sur les réseaux sociaux, sur un compte Facebook, un soldat peut s'exprimer librement Écoutez, je pense que ce n'est pas bon pour la carrière d'un officier si on s'exprime très clairement je veux dire, au niveau politique. Et je suppose que c'est pour cette raison qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes. Hein. Donc, on a, à ce niveau, on a eu... certains incidents en Amérique. Là, c'était aussi toujours clair pour les généraux. On est discret au niveau politique. Mais maintenant, avec Trump... De quels incidents vous parlez ? Oui, maintenant, avec Trump, normalement, les militaires sont censés défendre la démocratie. Mais si le chef suprême de la défense, notamment le président de l'Amérique, menace lui-même la démocratie, il y avait beaucoup de généraux qui se voyaient devant un dilemme et il y a pas mal de généraux retraités qui se sont exprimés contre certaines expressions de Trump. Mais là, c'était aussi très exceptionnel en Amérique que c'était des généraux retraités. Il y a eu, parce qu'ils se voyaient devant un dilemme, parce que c'était le président même qui commençait à menacer la démocratie, bien que les militaires sont censés défendre la démocratie. Et en même temps, ils doivent être discrets au niveau politique, donc ils se voyaient devant un dilemme, et le résultat, c'était que, oui, pas mal de généraux retraités se sont exprimés politiquement, et c'était quelque chose de très exceptionnel. Mais donc, une fois de plus, je pense que la raison pour laquelle il y a aussi peu de problèmes à ce niveau, c'est tout simplement parce que ce n'est pas bon pour la carrière d'un officier de s'exprimer à volonté au point de vue politique. Vous parlez des officiers, je me tourne de nouveau vers le voisin français. On a pu constater dans la police et dans l'armée française des discours d'extrême droite qui étaient vraiment décomplexés. Est-ce que c'est un phénomène qu'on observe aussi en Belgique ou pas du tout ? Je n'ai pas connu de vraies difficultés à ce niveau. Hein. Il y a sans doute certains militaires qui votent Vlaams Belang, mais bon, voter, c'est un acte de quelques secondes. Mais vraiment des discussions, des débats pendant les heures de service, c'est rare. Hein. Donc peut-être au niveau... enfin, je veux dire, parmi les soldats et les caporaux, peut-être, mais non, je connais pas, je ne suis pas au courant de vrais problèmes. Aussi, dans le contexte de la tuerie du Brabant pendant les années 80, je me souviens que là,
il y avait des rumeurs qui circulaient dans les médias que au sein de la gendarmerie, que là, il y avait des problèmes d'extrême droite, même des conspirations et tout, contre l'État au sein de la gendarmerie. Et à cette époque, la gendarmerie faisait partie de la défense. Mais c'est le seul cas que je connais personnellement, hein, peut-être il y en a d'autres, mais c'est le seul cas que je connais où on a parlé, où il circulait certaines rumeurs sur l'extrême droite au sein de la défense. Mais c'était la gendarmerie. Alors. Et qu'en est-il de la représentation syndicale au sein de l'armée belge ? Oui, ça existe et en effet, c'est peut-être un peu paradoxal ou voire contradictoire qu'il y a le plus grand syndicat, pour autant, si je suis bien au courant, je pense que le plus grand syndicat militaire est neutre du point de vue politique, mais il y en a avec une couleur et donc il y a des représentants aussi. Et bien sûr, oui, donc les militaires peuvent choisir de devenir membre du syndicat de leur choix. Vous avez une idée des taux de syndicalisation et aussi des proportions ? Non, j'ai vu des chiffres, mais il y a longtemps et je ne les connais plus. Mais pendant la guerre froide, il y avait, pour je ne sais pas quelle raison, c'était pas bien vu d'être membre d'un syndicat, mais aujourd'hui, ce n'est plus délicat. Il y a aussi des chefs de corps qui sont syndiqués et tout. Ce n'est plus un vrai problème délicat. Mais donc là aussi, à la fois, c'est affiché qu'on peut faire appel à cette personne pour des questions syndicales de tel et tel syndicat. Mais en même temps, oui, donc il n'y a pas de vraie dispute parmi les militaires sur les différentes idéologies politiques. Okay. Monsieur Juillan ou Arthur, est-ce que vous souhaitez rebondir ou rajouter quelque chose sur ces points ? Monsieur Juillan ? Simplement, il faut préciser, le problème du syndicat ne se pose que pour des armées professionnelles. Tout à fait. Parce que, encore une fois, les professionnels, c'est un métier, ils font ça à plein temps. Donc, le syndicat devient vraiment un problème tout à fait justifié et réel. Pour une armée de milice ou une armée de conscription, ce n'est pas le cas, parce que le conscrit est là pour sa période de service, puis après, il part. Arthur, vous souhaitez réagir sur ce point-ci ? Oui, sur le problème des syndicats, c'est exactement on est face, les FDS sont composés à une très très haute majorité de volontaires et de conscrits. Donc effectivement, la question syndicale ne se pose pas dans ces termes, bien qu'il y ait une forme de syndicalisme de base dans le sens où il y a ce système de démocratie qui existe au sein des pelotons et des escouades, et même à plus large échelle, où même le plus, on va dire, le simple soldat ou le simple milicien peut ouvertement critiquer son commandant d'unité pour X, Y, Z raison. Voilà. Après, on va dire que il y a quand même une partie de l'armée au sein des FDS, ou en tout cas des miliciens qui ne sont pas des miliciens juste uniquement de manière temporaire, mais de manière permanente. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle le système, mais je n'aurai pas le temps ici de l'aborder, c'est le système des cadres politiques qui sont en fait des militants politiques qui sont qui s'engagent au sein du mouvement durant toute leur vie, mais eux sont plus donc eux sont là tout le temps, mais à ma connaissance, ils ne forment pas de syndicats, parce qu'il y a cette question de critique et d'autocritique qui est présente à tous les niveaux, et donc quelque part, il y a une forme d'expression critique qui est possible quasiment, pas à tous les instants, mais à des moments quotidiens de la vie. Voilà.
Merci beaucoup. Du coup, je vais me permettre d'enchaîner sur cette question du lien entre l'armée et le reste de la population, notamment avec la question de la milice ou de la professionnalisation de l'armée. Dans les années 90, fin des années 90, on avait un titre de France Soir que je trouvais qui résume en fait toute la situation, qui était « Adieu Troufion, salut Terminator ». Et donc un des débats qui ressort entre les différents systèmes d'armée que vous représentez, c'est que ça concerne la professionnalisation du métier de soldat. Est-ce que vous pouvez nous dire dans chacun de vos cas quels sont les enjeux qui se trouvent autour de cette notion et quels sont les avantages et les inconvénients des systèmes qui sont en place dans les pays dont vous avez connaissance? Peut-être on va commencer avec l'armée de milice suisse, avec vous, Monsieur Juillan. Bon, le problème central pour l'armée de milice, c'est que on a vu que les menaces, elles deviennent transnationales. Et donc, les opérations extérieures deviennent centrales. On voit bien qu'il y a une menace sur le pourtour européen qui va du Caucase au Maroc. Et donc, l'armée française, mais aussi l'armée belge, ce sont des exemples avec les interventions extérieures. Il est évident qu'avec une armée de milice, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que vous ne pouvez pas enlever des personnes pendant des mois de leurs activités professionnelles. Le deuxième point de faiblesse du système de milice, c'est que nous avons maintenant un service civil qui a été introduit, donc celui qui, pour des questions éthiques, ne veut pas porter des armes, peut, moyennant un service civil plus long, se soustraire à l'obligation de servir militaire. Le problème, c'est que c'est tellement large aujourd'hui que beaucoup de soldats disent « Après tout, pourquoi faire du service militaire? Je vais faire du service civil ». Donc la milice a un problème d'effectif. Mais du point de vue, je dirais, éthique, c'est le meilleur système parce que c'est vraiment le peuple en armes. C'est le peuple qui défend ses valeurs, c'est le peuple qui protège sa population et qui protège ses frontières. Mais compte tenu de l'évolution de la menace, ça devient un réel problème. C'est ce que j'avais lu dans certains de vos écrits. Et à un moment, vous disiez aussi que malgré ce déclin inexorable du système de milice, vous étiez quand même convaincu qu'il avait un avenir. Comment est-ce que vous le voyez du coup? Mais je pense qu'il y a deux missions qui restent centrales. Eh bien, on vient de l'évoquer. Par exemple, le soutien des autorités aussi dans le domaine de l'emploi de la force, ça reste quelque chose de central. Je veux dire, le soldat qui sait qu'il défend, par exemple, qui protège certains bâtiments, des infrastructures, il sait pourquoi il le fait, c'est le peuple qui le fait, ou bien le soutien. Maintenant, par exemple, l'armée a beaucoup de succès avec ce soutien dans le cadre de l'épidémie. Donc, ça me paraît quand même central que ce soit pas des mercenaires, entre guillemets, des gens payés pour défendre le pays, mais que ce soit vraiment le citoyen en armes qui défend son propre pays. Parce que pour vous, ça augmente, si je comprends bien, ça augmente la légitimité de l'action de l'armée. Oui, évidemment, puisque c'est le peuple. Arthur, est-ce que vous souhaitez rebondir là-dessus, comme vous êtes dans un système qui peut avoir des ressemblances? Oui, la question de la professionnalisation se pose, mais plus dans la question, c'est pas vraiment la professionnalisation tant que la nécessité dans une guerre moderne d'avoir des spécialistes, c'est-à-dire que la question de certains systèmes d'armement plus avancés comme l'artillerie ou même des choses comme les drones, etc., qui sont des choses qui demandent des fonctions plus de spécialistes, on va dire. Mais la question en tant que telle de la professionnalisation se pose pas tellement parce que c'est pas du tout dans le programme politique de la Confédération syrienne d'avoir une armée professionnelle. Il y a un peu aussi cette conception très importante du citoyen-citoyenne en armes qui effectue son devoir. Donc, de ce point de vue-là, je veux dire, l'idéologie portée par la Confédération ne pousse absolument pas à la professionnalisation. Et à long terme, est-ce qu'il y a une réflexion à long terme d'abord sur que vont devenir les YPG? Est-ce que ça va devenir une armée professionnalisée? Est-ce que ça va rester comme ça une armée du peuple en armes? Qu'est-ce qui est pensé? Je pense que de manière très générale, je pense que ça dépendra aussi de l'issue de la guerre civile syrienne. C'est-à-dire que
quel sera le statut de la fédération nord-est syrienne par rapport au régime d'Assad, par exemple? Parce que c'est un truc dont ont été parlé, par exemple, qui était fruit des négociations, c'est est-ce qu'une partie des FDS seront-ils intégrés à l'armée nationale syrienne? Voilà, ça c'est une question, et là évidemment ça rebattra entièrement les cartes, mais je veux dire à terme, enfin c'est vraiment pas le programme politique ou le souhait politique d'aller dans ce sens-là. Et de plus, une armée professionnelle ça coûte cher, et enfin voilà, ça reste un État qui, malgré des ressources pétrolifères assez importantes, enfin l'argent ne coule pas à flot, mais je pense que c'est vraiment pas le modèle vers lequel ils veulent aller, parce qu'il y a vraiment cette idée d'une citoyenneté liée aussi avec cette capacité et des communautés à très bas niveau de pouvoir disposer d'une capacité d'autodéfense. Et donc, de fait, le sens d'aller vers une professionnalisation, une centralisation, c'est un peu l'antithèse des choses qui sont promues par... voilà. Donc c'est l'idéologie politique en fait qui ferait que vous resteriez dans un système de milices. Ben, ça et aussi les conditions matérielles qui est, je pense pas qu'un espace comme la Fédération syrienne pourrait supporter le coût d'une armée de métier en fait, tout simplement aussi, parce que ça coûte cher. Voilà. Luc Sanders, du coup en Belgique on est avec une armée professionnelle. Oui. Pendant la guerre froide, les chiffres étaient importants. Et à cette époque, on avait les miliciens, on avait beaucoup trop de personnel très mal formé, on avait beaucoup de matériel de mauvaise qualité, parce qu'à cette époque, ce qui comptait, c'est combien de chars à le bloc de l'Est, combien de chars à le bloc occidental, combien d'avions de combat. Et donc la qualité et la formation, ce n'était pas crucial. Donc on se préparait à la Troisième Guerre mondiale, qu'on n'a jamais eu. Mais depuis, maintenant, on fait de vraies missions. Et donc, je trouve cet argument de démocratie, bien sûr, intéressant et important, mais en même temps, aujourd'hui, l'armée est tellement technique, donc... aussi d'autres armées comme en Chine. En Chine, on a aussi des millions et des millions de soldats, mais ils sont très mal formés. Et là, on se rend compte aussi, c'est quelque chose de très, très technique. Et il faut une certaine professionnalisation. Donc aujourd'hui, on a relativement très peu de matériel, de bonne qualité, très peu de matériel, pas assez de personnel qui est pourtant bien formé. Et donc, oui, il y a des pour et des contre, mais donc, vu la situation budgétaire en Belgique, je ne vois pas d'autre solution dans la situation actuelle. Donc, pendant une guerre froide, où la guerre n'est jamais chaude, où il ne faut jamais montrer la vraie force des forces armées, là, le chiffre est important, peu importe la qualité. Aujourd'hui, on fait de vraies missions. Et là, la formation du personnel est très importante. Nous n'avons pas beaucoup de personnel, mais le personnel qu'on a, je ne sais pas qui pilote les F-18 de l'armée suisse, mais allez, je veux dire, ce n'est pas quelque chose que je suppose qu'on fait après les heures seulement. Peut-être ce sont des pilotes professionnels dans le monde civil aussi, ça je ne sais pas. Mais de toute façon, même pour faire une mission de soutien de la paix, il faut avoir une connaissance de la culture, de la religion. Et on a eu des problèmes dans le passé, et maintenant c'est mieux parce que les gens sont mieux formés. Mais, quel type de problème ? Oui, en Somalie, il y a eu des scandales en 1994, je pense, que des paracommandos très mal préparés étaient envoyés en mission en Somalie et ils étaient embêtés tout le temps par les enfants. Tout ce qui n'était pas trop lourd ou trop chaud était volé tout le temps. Ils ne pouvaient pas se servir de leurs armes. À cette époque, l'armée avait très peu d'expérience avec ce genre de mission.
Et alors, il y a eu des scandales, hein, donc des paracommandos qui, pendant la nuit, se sont quand même vengés en dehors de leur mission sur la population. Et bon, c'était pas beau à voir, mais donc aujourd'hui, les gens sont beaucoup, beaucoup mieux formés. Et je ne vois pas comment faire ce genre de mission avec des gens qui passent 15 jours par an. Oui, donc, Dominique Juillant, comment est-ce que vous résolvez ce problème, et même le problème des spécialistes, hein, qui est quand même une grande question? Est-ce que le prof d'histoire géo au quotidien peut piloter un hélicoptère 15 jours par an? Ma réponse est oui. Mais M. Sanders met tout à fait le doigt sur les deux points centraux. Le premier point, c'est vrai, la milice ne peut pas être engagée hors des frontières, pour plusieurs raisons. Mais, et c'est vrai aussi que les pilotes de FA-18 sont aujourd'hui des professionnels. Mais juste la génération avant, c'était des miliciens. J'ai un camarade qui était dentiste, un autre était avocat, et puis ils faisaient leurs heures, ils devaient faire des heures d'entraînement, et donc ils commandaient un avion pour 2 heures de l'après-midi, et puis ils allaient faire leurs 2 heures de vol pour s'entraîner. Je dirais encore un dernier point. Vous prenez par exemple les spécialistes de la guerre cyber defense. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils sont parfaitement formés. Et donc, si quelqu'un est un spécialiste dans le domaine du bidouillage électronique, il sera automatiquement versé dans une unité de lutte contre la guerre électronique et la cyber defense. Et donc, on exploite le savoir-faire du civil dans le domaine militaire. Vous prenez, je sais pas, quelque chose d'assez banal, le chef de cuisine d'une unité, eh bien, c'est quelqu'un qui a un bon restaurant quelque part et puis qui, 3 semaines par année, cuisine pour la compagnie. Oui, mais tant que vous restez dans votre propre pays, il n'y a pas trop de problèmes, bien sûr. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que vous répondez aussi à l'argument qui était avancé par M. Juillant et aussi par Arthur sur ce... et on avait une citation à ce propos du général, je crois, Langsad, qui disait « Le contingent apparaît comme l'un des garants essentiels de la soumission de l'armée au pouvoir politique ». Cette espèce de légitimité qui est renforcée en fait par le fait qu'on ait une armée non professionnelle, une armée de citoyens. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble pertinent? Oui. Oui, donc une armée qui est omniprésente, c'est pas souhaitable, mais une armée qui est invisible pour son peuple non plus. Donc, et c'est vrai que c'est un problème. Allez, je veux dire, pour maintenir le bon contact avec la population, en fait, maintenant, avec les attentats terroristes, qu'il y a des militaires en armes dans les rues qui sont appréciés par la population, c'est un avantage donc qu'il y a un lien, parce que tout compte fait, nous travaillons bien sûr avec l'argent du contribuable, donc il faut un lien entre l'armée et la population, et c'est vrai que c'est c'est quelque chose à laquelle il faut penser, donc on a des portes ouvertes, on a le défilé du 21 juillet, on a des stages de jeunes pendant les vacances, et il y a toujours beaucoup de candidats pour ça, donc ça c'est quelque chose qui marche. Il y a une université d'été de l'école militaire, donc il y a des tentatives, mais j'avoue que ça pourrait être mieux. Pour le moment, c'est peut-être pas tellement nécessaire parce que l'armée est assez visible pour la population, je dirais presque grâce au Covid-19 et les attaques terroristes. Mais oui, c'est un argument qui est en soi valable. Ce que je voulais dire, donc l'argument en tant que tel est très important, seulement ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que si on est en mission à l'étranger avec des systèmes d'armes très techniques, je ne vois toujours pas très bien comment faire avec les miliciens. Par exemple, pour les interventions extérieures. Oui, extérieures, oui. Arthur, est-ce que vous souhaitez rebondir sur ce qui vient d'être dit? Non, je ne vois pas, parce que je pense que l'ensemble des arguments ont été exposés, mais voilà, je pense que par exemple dans le cadre des FDS, l'objectif n'est pas d'opérer
à l'étranger. Enfin, c'est vraiment conçu comme des milices d'autodéfense. Donc, je pense qu'il y a des tas de choses. Parce que je pense qu'au-delà des systèmes, par exemple dans le cadre des FDS, je pense que la question se pose même plus lointain que l'opération des systèmes, des systèmes avancés. Il y a simplement la question logistique dans laquelle les FDS, par exemple, la logistique en tant que telle est très sommaire et une grande partie de la logistique, en fait, consiste à recevoir de l'argent et aller acheter de la nourriture ou ce dont ont besoin la milice dans les shops du coin. Enfin, du coup, voilà, c'est par exemple la capacité de projection d'une armée, d'une armée hybride comme les FDS, c'est complètement, c'est impossible qu'ils interviennent en dehors des zones sans une continuité géographique. Voilà. Et néanmoins, les cadres militaires sont quand même des spécialistes de la chose militaire ou pas du tout? Non, c'est les cadres militaires sont, oui, dans le sens où beaucoup ont sans doute énormément d'expérience, vu qu'on parle quand même de gens qui, pour la plupart, ont fait au minimum 8 ans de guerre civile quasiment continue. Mais après, il reste quand même, je ne pense pas qu'on puisse les utiliser pour les envoyer dans des opérations étrangères. Enfin, c'est même pas la question. Enfin, les FDS ne sont même pas une force régulière en tant que telle. Donc, je pense qu'à partir du moment où on se retrouve avec ce type de milice vraiment en tant que telle, je veux dire, les questions de projection ne sont pas du tout les mêmes, etc. Merci beaucoup. Dominique Juillon, est-ce que vous souhaitez réagir aux propos d'Arthur ou de Luc Sanders? Bon, j'aimerais simplement souligner ce que dit M. Sanders, c'est tout à fait juste. La Suisse est face à un gros dilemme. Si vous regardez la carte de l'Europe, la Suisse est au centre de l'Europe, mais ne fait pas partie de l'Europe sur le plan politique. Et donc l'armée suisse est conçue actuellement pour défendre la frontière. Mais on voit bien que les menaces aujourd'hui, elles sont dans ce demi-cercle que j'ai évoqué tout à l'heure, qui va du Caucase au Maroc en passant par le Moyen-Orient. Et donc les interventions extérieures sont fondamentales. Mais avec le système que nous avons actuellement, ce n'est pas possible. Donc nous sommes face à un gros défi et c'est à la politique à résoudre ce défi. Merci beaucoup. Malheureusement, l'heure est en train de passer à vitesse grand V. En guise de conclusion, je voulais vous proposer en une ou deux phrases, selon vous, de nous donner les grands défis qui vont se poser à l'armée, enfin l'armée du pays dont vous parlez, dans les prochaines années. Luc Sanders. Oui, là, je pense que beaucoup de mes collègues seront d'accord si j'ai dit le budget et le recrutement. Ce sont, oui, sans aucun doute, depuis beaucoup d'années, les grands défis. Oui, je pense que c'est ça principalement. Donc, on a parlé déjà de nos fonctions qui évoluent et tout. Mais en deux mots, budget et recrutement. Recrutement dans le sens où il y a de moins en moins de personnes. Candidats. D'accord. Ce qui est, oui, donc peut-être parce que nous ne sommes pas suffisamment visibles, donc on fait des efforts, mais il n'y a pas suffisamment de candidats. Dominique Juillon, pour l'armée suisse, quels seraient les grands défis à venir? Je viens de vous le donner. Le second, c'est aussi les effectifs. Pour une autre raison, c'est que, comment dirais-je, le sens de la communauté, le service à la communauté, ce sens passe après le développement personnel, les intérêts personnels, et beaucoup de jeunes ne font plus de service militaire, mais vont au service civil. Et donc, nous aurons aussi des problèmes d'effectifs. Merci. Et Arthur, pour vous, quels seront les grands défis pour l'armée du Rojava, des YPG? Je pense, d'une part, il y a la première chose, ce serait garder son caractère politique et démocratique, parce qu'effectivement, il y a un risque d'institutionnalisation et d'être inféodé au régime d'Assad. Je pense que c'est un premier type, on va dire, de menace à plus long terme. Après, à très court terme, il y a deux menaces. C'est comment lutter contre la resurgence des cellules dormantes de Daesh. Et la troisième menace, mais qui est sans doute la plus grande, en fait, c'est la question du risque d'une invasion turque. Donc, d'avoir la capacité à la fois de pouvoir protéger sur le plan intérieur des attaques des cellules dormantes, et aussi d'avoir la capacité de s'organiser pour organiser la défense de la frontière nord-syrienne. Voilà.
Merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir participé à cette discussion. Merci aussi à l'équipe de Zine TV de nous accompagner pendant toute cette campagne. Merci aux collègues qui m'ont aidé à préparer cette discussion. Et maintenant, on va diffuser la chanson donc, de Human, Tournée des Grands-Ducs, qui n'a pas de lien direct avec cette discussion sur l'armée, mais qui s'inscrit plus généralement dans notre campagne Sécurité et Liberté. Et ici, on avait envie d'aborder cette liberté plaisir, cette liberté débridée de la fête qui nous manque depuis de nombreux mois. À la semaine prochaine. Si on me cherche, je suis sorti prendre l'air. Je suis parti faire un tour, je suis pas parti pour toujours, seulement jusqu'au petit jour. Si on me cherche, je n'avais plus rien à faire, je me suis retiré des affaires. Une nuit à tour de magie, dont personne connaît le truc, c'est comme le sens de la vie. C'est la tournée des Grands-Ducs. Je fais la tournée des Grands-Ducs. Si on me cherche, je ne suis là pour personne. Je ne lirai pas mes emails, j'ai coupé mon téléphone, je suis joignable pour personne. Si on me cherche, dites-leur que j'ai disparu, qu'on ne me retrouve plus. Une nuit, un coup de folie, une nuit où il se passe un truc, une nuit qui n'a pas de prix. C'est la tournée des Grands-Ducs. Je fais la tournée des Grands-Ducs. Si on me cherche, je suis parti voir mes potes. On va faire trembler la nuit. Je suis parti voir les filles, faire danser leurs yeux qui brillent. Si on me cherche, je suis aux abonnés absents, je suis parti prendre du bon temps. Si tu t'ennuies toi aussi, suis-moi, je connais un truc, je connais un tour de magie. C'est la tournée des Grands-Ducs. Je fais la tournée des Grands-Ducs. J'oublie tout, je pense à rien, on s'en fout. On verra demain, je me casse pour de vrai. Et ce soir, je fais la tournée des Grands-Ducs.